Ici Marie-Louise Arsenault, toujours en direct du studio 18 de Radio-Canada à Montréal. À la 60e minute de cette émission, nous accueillons très fièrement sur ce plateau Soumia Naman-Guessous. Bonjour Soumia. Bonjour Marie-Louise. Sociologue et professeur à l'université Hassan II à Casablanca, au Maroc. Vous êtes de passage au pays pour participer à diverses conférences, dont une intitulée « Femmes en islam, entre charia et réalité sociale Maroc-Québec ». Vous êtes évidemment au courant de ce fameux projet de loi 21 concernant le port des signes religieux qui concerne les femmes musulmanes. Oui. Le pays dont vous êtes originaire, le Maroc, est un pays musulman. Comment se porte le droit des femmes au Maroc à l'heure actuelle? C'est votre objet de recherche en tant que sociologue, Soumia? Exact. Ça se porte plutôt bien. Il y a une grande prise de conscience de la part d'une grande partie de la population du fait que les lois doivent changer en faveur de l'égalité, de la protection des mineurs, des femmes, etc. Une grande pression de la société civile aussi, une évolution très très importante au niveau des réformes, de toutes les réformes. Mais peut mieux faire. Nous sommes en train de travailler, nous attendons d'autres réformes pour arriver à satisfaction. Mais je poserai une question et peut-être la réponse, on va y aller tout à l'heure. Quelle est la société où les femmes sont réellement protégées? Il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. Il n'y en a aucune. Foreign Policy publiait cette semaine une étude prouvant que nulle part au monde, les femmes ont le même salaire que les hommes. Exact. Alors, ça donne déjà une idée. Exact. Merci, Soumia, d'être avec nous. Sur ce plateau avec nous, avec une grande joie, nous accueillons Soumia Naman-Guessous, sociologue, professeure à l'université Hassan II de Casablanca. Je le disais en ouverture de deuxième heure, vous êtes de passage au pays pour participer à une série de conférences, dont celle intitulée « Femmes en islam, entre charia et réalité sociale Maroc-Québec », pour voir votre fille aussi. Oui. Bon, voilà, oui. c'est pas rien. Alors, vous êtes une militante féministe. Oui. Vos travaux portent sur les femmes au Maroc, leurs droits, leur sexualité. En 1988, vous avez fait paraître un premier ouvrage intitulé « Au-delà de toute pudeur », un essai sur la sexualité des femmes au Maroc. Qu'est-ce que vous avez appris en enquêtant sur la sexualité des femmes marocaines, Soumia? J'ai appris énormément sur la position de l'islam sur la sexualité. J'étais étudiante et c'était ma thèse de 3e cycle et j'ai été vers le Coran, vers tout ce qui est exégèse musulman pour prendre l'argument selon lequel c'est l'islam qui a empêché la femme, qui a amputé la femme de ce plaisir sexuel. Et combien a été immense ma surprise quand je me suis rendu compte que c'était faux et que ce n'était pas ça du tout et que parmi les 3 religions monothéistes, l'islam est la religion qui non seulement ne condamne pas le plaisir sexuel, mais qui le recommande avec force. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il le recommande et c'est égalitaire. Hein. Tout ce qui est au niveau du Coran, des paroles du prophète et des grands ulama, nos grands exégètes, vont dans le sens de la satisfaction du plaisir sexuel et chez l'homme et chez la femme. Et là, j'ai été vraiment surprise. Je me suis rendu compte que j'étais face à une sorte de sexologie qui a été écrite à partir du 7e siècle. Et au fur et à mesure de l'avancement des siècles, on a assisté à une sorte d'obscurantisme à partir du 13e, 14e siècle, où l'islam a été très instrumentalisé politiquement et où donc les sociétés ont complètement privé la femme de cette, je dirais, ce besoin, la satisfaction de ce besoin naturel. C'est fou, et j'ai retrouvé de ces textes, mais extraordinaires. Ah bon? Je vous assure que c'est une véritable sexologie. Je pourrais envoyer les auditeurs ne serait-ce qu'à Raoud al-Atir fi Jannat al-Khatir. C'est la prairie parfumée où s'ébattent les plaisirs, qui est traduit dans toutes les langues. Et c'était les plus grands religieux qui s'occupaient de ces choses de sexualité. Par exemple, Imam Razali, qui est un des piliers de l'islam, pendant le prêche de vendredi, parle de la satisfaction sexuelle de l'âme pour qu'elle puisse travailler, pour qu'elle se cabre pas, etc., etc. Donc voilà, j'ai découvert ceci et la conclusion que j'en ai tirée, c'est que dans les pays musulmans et principalement arabes, il y a l'islam qui est arrivé il y a 14 siècles, mais l'islam est arrivé dans des sociétés où il y avait des traditions, il y avait des coutumes qui étaient ancestrales, millénaires. Et à ce jour, on est au 21e siècle et je me rends compte que souvent, les personnes vont réagir beaucoup plus conformément aux traditions que conformément aux textes religieux et aux préceptes de l'islam. Donc, la religion a le dos large. Ce sont les traditions qui font en sorte... Bon, évidemment, vous arrivez au Québec, on est en plein cœur de la mise en place. Il y a des audiences publiques qui ont lieu à l'heure actuelle, de la mise en place d'un projet de loi, le projet de loi 21 sur le port des signes religieux de la part des gens en position d'autorité. Le port des signes religieux, c'est surtout le voile chez certaines femmes qui pratiquent
pratique la religion musulmane. Qu'est-ce que vous pensez de ce projet de loi? Je ne peux pas faire autrement que vous demander. Oui, là, vous avez raison. Je vais vous poser une question, Marie-Louise. Est-ce que vous êtes dans l'autorité, vous, dans l'exercice de votre fonction? J'ai pas l'impression. Parce que là, je vois que vous portez une chaîne avec une croix. Oui. Et demain, on va vous l'interdire. Est-ce que vous avez le droit de la porter, non, cette mais c'est chaîne? une excellente question. Vous savez qui m'a fait une blague là-dessus? L'ancien premier ministre du Canada, Jean Chrétien, m'a dit la même chose. Oui. Vous pourrez plus porter ça. Eh oui, eh oui. Écoutez, moi, je n'habite pas le Québec. Je suis pas enseignante, ni policière. Mais bon. Mais ça ne change rien au choix, à la liberté du choix. Hein. Exact. Je suis arrivée, j'ai été étonnée. Je connais le Québec depuis 1999. J'adore ce pays, j'adore ce peuple. Et je suis en relation avec la communauté musulmane, pas seulement marocaine. Et j'ai trouvé cette fois-ci un grand malaise chez cette population, beaucoup de déception, une peur aussi de se dire mais qu'est-ce que c'est que ça? On est en train de nous stigmatiser même quand on porte pas le foulard. Et mon avis sur la question, c'est qu'on a diabolisé un morceau de tissu à partir de ce qui s'est passé en Europe, et principalement en France, il y a 2 ou 3 décennies. Et pour moi, le Québec était un exemple en matière d'interculturel. Et je suis vraiment mal à l'aise, je suis peinée, parce que je me dis, comment on va faire cette sélection? Le Québec est connu pour son immigration sélective. Alors, dans les conditions, quand quelqu'un présente son dossier, on lui dit pas ta femme ne doit pas être voilée, ça n'existe pas. Quand un couple va immigrer ici, ou alors qu'il a immigré depuis 10, 20 ans, est-ce que c'est aujourd'hui qu'on va priver la femme de sa liberté? Moi, je ne porte pas le foulard, je suis contre le port du foulard. Est-ce que vous êtes musulmane? Je suis musulmane, je suis musulmane croyante. Mais je me dis que le foulard, on n'a pas à le diaboliser. C'est un choix personnel que de se dire je peux me couvrir à condition que le choix n'empiète pas sur le choix des autres. Et ce qui me dérange dans cette histoire, c'est que je pense à ces élèves, par exemple, qui ont une enseignante qui porte le foulard, qui est une bonne enseignante sur le niveau humain, pédagogique, compétente. Et ces enfants-là qui vont écouter tout ce qui se dit actuellement, comment ils vont voir, comment ils vont regarder leur enseignante? Parce qu'il y a des enseignantes qui ont le foulard parce qu'elles sont convaincues, je suis pas d'accord avec elles, mais qui font correctement leur travail, qui font pas du prosélytisme et encore moins auprès de petits enfants. Et c'est ce malaise-là, moi, qui me dérange, que je rencontre aujourd'hui chez cette population qui n'est plus tellement à l'aise. Et je pense que ça va créer beaucoup de tensions, en tout cas beaucoup de conflits. Et ce n'est pas du tout souhaitable. Ce n'est pas le Québec que moi j'ai connu il y a 2 décennies. Mais en tant que sociologue, qu'est-ce qu'on devrait faire alors? Parce que, est-ce que c'est le discours qui convainc les gens? Mais on a tendance à croire que la majorité de la population est en faveur de l'instauration de ce projet de loi-là. Il y a des gens qui disent, je veux pas que le professeur de mes enfants montre des signes de sa religion. Qu'est-ce qu'on devrait faire à votre avis? Je crois que là aussi, on a exagéré. Les médias, les réseaux sociaux ont exagéré. Il n'y aurait pas eu Internet, peut-être que le problème n'aurait pas eu cette ampleur. Ce qu'on devrait faire, écoutez, je ne pense pas qu'au niveau du Québec, et je ne pense pas me tromper, qu'il y ait eu un danger quelconque de la part de ces personnes. Il n'y a pas eu de danger quelconque de la part de ces personnes qui portent le foulard. Moi, quand je suis arrivée au Québec en 1999, j'ai été très agréablement surprise par toute cette diversité culturelle. Mais on voyait de tout. On était vraiment dans l'universel, vraiment personnalisé. Est-ce qu'aujourd'hui, on va demander à certaines populations d'enlever le turban? Est-ce qu'on va demander à certains jeunes d'enlever les rastas? Parce que quel que soit, ce sont des signes quand même extérieurs. Absolument, si on poursuit la logique, on peut aller très loin. En tout cas, vous ne serez pas là avec votre croix, ça c'est sûr et certain. Moi, je vous l'enlèverai. Bon, intéressons-nous au sort des femmes au Maroc. Je disais ce matin que 54,4% des femmes disent avoir... Bon, la violence faite aux femmes, c'est mondial aussi. 54,4% des femmes au Maroc disent avoir subi de la violence. Est-ce qu'on peut les croire? Est-ce que ce serait plus important que ça, le chiffre, à votre avis? Je n'ai fait que lire le titre sur Internet. Je n'ai pas lu. Je suis sociologue et moi, je vais à la source et je voudrais avoir les arguments scientifiques avec lesquels a été faite cette étude. C'est toujours important. Voilà, à l'ère d'Internet, on va tous les jours fleurir des centaines d'enquêtes, de chiffres, de statistiques, mais moi, je veux voir comment ça a été fait. C'est très facile. C'est comme hier, je voyais une étude aux États-Unis qui dit que plus de 82% des Marocains font leur prière quotidiennement. Moi, je veux bien qu'on m'explique comment ça a été fait. Maintenant, la violence, oui, elle existe partout. Elle peut exister un peu
plus, elle est exacerbée dans des populations, dans des sociétés qui ont été très conservatrices et qui se sont ouvertes très brutalement. Et qui fait que notre évolution est très particulière parce que nous ne sommes pas passés d'une étape à une autre. Exact. Mais ça a été vraiment très, très rapide. Donc, la violence des hommes envers les femmes, c'est une forme de résistance à ce passage vers la modernité? Oui, c'est une forme de résistance. C'est inscrit dans les automatismes, dans l'inconscient. C'est en train d'être complètement épuré avec les jeunes générations. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que les femmes, aujourd'hui, ont mûri très rapidement. Elles ont évolué d'une façon beaucoup plus rapide que les hommes. Et ça crée des tensions dans la mesure où une femme, dans son esprit, l'homme idéal et sa relation idéale avec l'homme, quel qu'il soit, le collègue, le mari, le voisin ou l'inconnu dans la rue, elle aimerait avoir voir un certain comportement de cet homme parce qu'elle s'impose en tant qu'un être humain qui a réussi dans sa vie, qui a un corps mais qui a aussi une âme. Et à côté de ça, on a des hommes qui continuent à voir dans la femme, comme dans tous les pays du monde, mais peut-être un peu plus exacerbé dans les pays où il y a une frustration sexuelle, des hommes qui voient encore dans la femme le côté séductrice. Et là, on est dans un paradoxe entre l'idéal de la communication avec la femme selon les hommes et l'idéal de la communication avec l'homme selon les femmes. Mais bon, notre population est très très jeune, la population marocaine. C'est moins de 30 ans au Maroc, là. C'est comme en Algérie à peu près. Oui, on est à... C'est jeune. Hein. Ça fait très jeune. Et donc c'est cette jeune population qui est scolarisée, qui vit dans la mixité, qui est ouverte à l'universalisme, qui est la population d'Internet, chez qui tout ce dont on est en train de parler, cette manière de scléroser, si vous voulez, de stigmatiser le corps féminin, est en train de diminuer parce qu'on est dans la mixité. Alors que là, avant, nous sommes face à une population masculine qui n'avait pas accès même à la parole, par la parole ou par le regard à la population vis-à-vis de la population féminine. Donc, une grande mixité, une grande volonté de modernisme, des femmes qui sont éduquées, bien entendu. Et ce que Kamel Daoud racontait quand on a eu la chance de l'interviewer aussi, la présence de la télévision venue de l'Arabie Saoudite. C'est l'équivalent d'Hollywood là, dans les pays du Maghreb. L'incidence culturelle des télévisions d'Arabie Saoudite, dont cette fameuse chaîne religieuse, CRIC, qui est regardée par les femmes. Lui, il a observé une radicalisation des femmes et des hommes dans certaines régions du Maroc à cause de l'incidence de cette télé-là. Est-ce que vous la remarquez aussi? Il y a eu, dans les années 90, l'ouverture des chaînes satellitaires. Et effectivement, il n'y a pas que l'Arabie Saoudite, il y a le Qatar, il y a plusieurs chaînes de télévision qui ont contribué à exacerber un petit peu cette identité musulmane. Alors elle s'exerçait, je veux dire, elle n'était pas en danger. Mais effectivement, il y a eu un discours extrémiste, un discours qui allait dans le sens de la thèse du complot, l'Occident qui nous en veut, la peur, etc., la peur, etc. Toujours la peur. Et il y a eu aussi le conflit israélo-palestinien sur lequel on servait ces chaînes pour dire, voilà, l'Occident cherche à nous attaquer les musulmans. Ils ont grossi cette thèse du complot. Mais fort heureusement, il n'y a pas que ça. On a le Maroc est ouvert à toutes les influences. Je dirais heureusement et malheureusement, mais on n'a pas le temps d'en débattre. Mais bon, il n'y a pas que ceux qui se radicalisent. Je n'aime pas le terme radicaliser, ça s'apprête pas, ça se prête pas tout à fait à la société. Plutôt essayer de se consolider son identité musulmane, alors que nos grands-parents ont été musulmans sans se casser la tête. Nos arrière-grands-parents n'ont jamais cherché à prouver, vous voyez. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que nous sommes dans une ouverture avec une population très jeune qui est ouverte et qui avale, qui digère tout ce qui se passe à travers le monde. Et aujourd'hui, le numérique contribue à faire cet équilibre. Et c'est tant mieux, il y a des effets bénéfiques à ça. Un vrai effet d'ouverture. On l'a vu en Alabama, les forces politiques sont en train de vraiment restreindre l'accès à l'avortement. C'est en train de se passer dans plusieurs territoires américains. Au Maroc, l'avortement est illégal et on va faire un procès là, au cours des prochains jours à 2 médecins qui pratiquaient de façon illégale l'avortement. C'est une question mondiale, l'avortement, étonnamment aussi. C'était un tabou jusqu'à il y a un petit peu plus d'une décennie où il y a eu un mouvement qui réclamait la réforme justement de cette loi. Effectivement, au Maroc, l'avortement était permis seulement quand la santé de la mère est en danger, c'est ce qu'ils veulent appliquer en Alabama. Mais après, bon, il y a eu quand même énormément d'efforts de la part de la société civile, notamment d'un médecin, Shafiq Shraibi, qui a alerté la presse, etc. Et nous sommes arrivés à une petite réforme, très minime,
qui permettrait aux filles, par exemple, victimes d'inceste ou de viol, de se faire avorter. Je pense que c'est un premier pas. À partir du moment où le tabou est brisé, c'est un premier pas pour essayer d'égaliser plus tard. Et je pense qu'on y arrivera. Bon, moi, j'aurais voulu qu'on y arrive aujourd'hui. Mais l'Alabama, c'est scandaleux. Mais c'est scandaleux. C'est un retour en arrière. Et attendez, on n'est pas au Maroc. On a tendance vraiment à reprocher ce genre de régression aux pays musulmans, aux sociétés arabes, principalement musulmanes. Alors que là, quand même, attendez, c'est les États-Unis qui se veut être l'agent du monde. Il y a la question de la santé, mais de quelle santé on parle? On parle de la santé physique, mais la santé psychologique, celle-là, on la balaie en dessous du tapis. Comment on peut admettre qu'on fasse porter à une femme le fruit de l'inceste ou du viol pendant 9 mois et lui faire aimer cet enfant? Attendez, on fait fi de la psychologie, on fait fi des droits de l'homme, on fait fi de l'humanisme. Moi, je suis vraiment scandalisée que ça vienne des États-Unis. Surtout que ça peut avoir une incidence sur certaines volontés ailleurs dans le monde. Bien sûr, il y a un effet d'entraînement que l'on pourrait craindre. Soumaya, on va placer les références des principaux ouvrages que vous avez publiés. Quelle femme passionnante vous êtes sur notre site web. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous, Marie-Louise.